Et c'est un plaisir d'être de retour aux États-Unis et surtout d'être de retour ici à Washington DC. Et oui, je suis un admirateur du 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, et je me sens vraiment honoré d'être ici aujourd'hui au prestigieux Institut Reagan. Si la paix doit avoir une chance, si l'espoir de liberté doit avoir une chance, la liberté doit rester vivante. Les États-Unis doivent jouer un rôle puissant et actif dans les affaires mondiales. Lorsque le président Reagan a prononcé ces mots lors d'une réunion de l'Association des officiers de réserve, le 17 janvier 1988, le monde était un endroit très différent. Le mur en flammes retenait encore captifs les rêves et les espoirs des gens. Plus de 100 millions d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, vivaient dans des pays européens confinés derrière ce qu'on appelait le rideau de fer. Malgré toutes ces différences, ce que le président Ronald Reagan savait déjà à l'époque et ce que je sais moi-même aujourd'hui est une vérité fondamentale et très simple. Le leadership américain est absolument essentiel pour garantir que la liberté soit toujours la règle et jamais l'exception. En tant que Premier ministre des Pays-Bas et maintenant en tant que secrétaire général de l'OTAN, j'ai développé une admiration inébranlable pour la valeur du leadership américain. Et oui, j'ai grandi avec Ronald Reagan. Il a été le grand président de ma jeunesse et je me souviens encore vivement de l'importance qu'il a eue pour tant de personnes à travers toute l'Europe. Car à la fin, sous la présidence de Bush, son successeur, la guerre froide a finalement pris fin. Elle s'est terminée par une victoire. Elle a été remportée par Ronald Reagan et j'ajoute Maggie Thatcher. Et tous les deux, travaillant ensemble, libres, ont rendu le monde entier plus sûr et ont mis fin à la guerre froide. Et je pense que tout le monde en Europe et dans le monde entier devrait être éternellement reconnaissant envers ce leadership. Mais j'ai aussi pu réfléchir à ce qui se passe lorsque les alliés de l'Amérique commencent à considérer ce leadership américain comme acquis. Dans les années qui ont suivi le discours du président Reagan, ces officiers de réserve, alors que nous entrions dans ce qu'on appelait la fin de l'histoire, pendant que ces nouveaux pays libérés cherchaient à rejoindre l'OTAN et commençaient à développer leurs propres capacités pour contribuer à notre sécurité commune, d'autres alliés européens se sont éloignés de décennies d'investissement dans des partenariats militaires conventionnels maintenus avec les États-Unis pendant la guerre froide au profit d'une codépendance assez préjudiciable. Tellement convaincus que la paix était permanente et ne nécessitait pas l'investissement que nous savons aujourd'hui essentiel, les forces d'Europe occidentale ont diminué et les budgets de la défense ont fondu jusqu'à devenir insignifiants. La dépendance excessive à l'idée que la sécurité était simplement la nouvelle norme et que les États-Unis s'occuperaient de toute menace plus lointaine a conduit, nous, Européens, à imaginer que la puissance militaire était quelque chose dont nous devrions avoir honte, une relique d'un passé belliqueux que l'humanité aurait déjà dépassé. Mais les dernières années ont montré plus que clairement que l'histoire est vivante et vibrante, que, même si l'Europe ne pense peut-être pas en termes de sphère d'influence, des pays comme la Russie y pensent certainement. Et nous avons vu que Poutine est plus que disposé à utiliser la force pour imposer son point de vue. Heureusement, cependant, le même leadership américain qui a créé les conditions pour affronter un empire du mal a aidé à maintenir l'alliance. Une alliance qui a garanti la liberté et la sécurité pendant la guerre froide, en la maintenant opérationnelle, en préservant les bases et les outils. Et ce, alors que beaucoup de ses alliés investissaient moins que nécessaire. L'engagement du président Trump en faveur du progrès a inversé plus d'une génération de stagnation et d'atrophie en rappelant à l'Europe que les valeurs doivent être soutenues par la puissance militaire. Une puissance militaire fournie non seulement par les États-Unis, mais aussi par l'effort collectif des pays qui font partie de l'alliance militaire la plus belle et la plus réussie jamais créée. Le président a conduit les Alliés à une décision historique lors du sommet de l'OTAN à Raya l'été dernier d'investir 5% du PIB dans la défense.
Et cela aidera certainement à garantir que l'OTAN du futur ne soit pas seulement une alliance dans laquelle les alliés dépendent de façon excessive des États-Unis et dans laquelle les États-Unis sauront avec confiance qu'ils ont des partenaires véritablement capables, prêts, disposés et pleinement aptes à défendre notre liberté ainsi que notre sécurité. Ces investissements posent déjà les bases fondamentales pour une Europe plus forte et une OTAN plus forte, pour un véritable partenariat et pour la sécurité durable que notre liberté mérite. Ces investissements sont cruciaux et les alliés agissent rapidement pour garantir les budgets, renforcer leurs forces armées et développer les capacités dont nous savons que nous avons besoin. Mais même avec ces progrès, il est clair que nous aurons besoin de plus. Des capacités plus sophistiquées et de haut niveau pour se défendre contre les missiles modernes que nos adversaires utilisent contre Kiev et Tel Aviv. Plus de technologies d'interception de drones évolutives et adaptables. Et ici, les leçons durement apprises par l'Ukraine sur le champ de bataille sauvent des vies au-delà de ses propres frontières. En ce moment, des alliés sur le flanc et de l'OTAN et nos chers amis du Golfe se défendent contre des drones russes et iraniens, grâce en partie à la technologie ukrainienne qui n'existait même pas il y a un an. Par conséquent, maintenir le statu quo ne suffit pas pour faire face à la situation actuelle. Je tiens à saluer ici le président Trump pour son leadership audacieux et sa vision. Les États-Unis, et ce n'est qu'un exemple de la semaine dernière, viennent d'annoncer un accord cadre pour tripler la production de certains types de missiles patriotes, et cela est absolument crucial. Et il y a un autre exemple du leadership américain qui est essentiel pour reconstituer nos arsenaux et construire l'arsenal de la liberté. En regardant vers le sommet d'Ankara, je suis convaincu que l'OTAN, collectivement, et les alliés, individuellement, agiront de manière similaire pour faire tomber les barrières et libérer le potentiel de l'industrie de la défense des deux côtés de l'Atlantique. Donc l'argent circule, l'industrie et le gouvernement vont coopérer pour s'assurer que l'argent se traduise par les capacités dont nous avons besoin. Pourquoi alors tout le monde dans cette salle ressent-il une boule au ventre concernant l'avenir de l'Alliance transatlantique? Pourquoi, lorsque nous allumons la télévision ou faisons défiler le fil d'actualité sur notre téléphone, voyons-nous des brouillons rédigés à la hâte de la nécrologie de l'OTAN? Permettez-moi d'être clair. Cette alliance n'ignore pas le danger, comme on dirait aux États-Unis. Les alliés reconnaissent, et je le reconnais, que nous traversons une période de profond changement au sein de l'Alliance transatlantique. L'Europe assume une part plus grande et plus équitable de la tâche de fournir sa propre défense conventionnelle. Et il n'y aura pas de retour en arrière, il ne devrait pas y en avoir non plus. C'est un passage d'une codépendance nuisible à une alliance transatlantique fondée sur un véritable partenariat. Pour que les investissements accrus et l'amélioration de la production aient un impact, ils doivent être accompagnés d'un changement de mentalité. Ce changement de mentalité est déjà bien engagé, mais ces transformations ne sont généralement pleinement reconnues qu'avec le temps. Et cette période de transition peut être assez délicate et complexe. Regardons les événements les plus récents. Lorsque le moment est venu de fournir le soutien logistique et d'autres types d'appuis dont les États-Unis avaient besoin en Iran, certains alliés ont été un peu lents, pour le moins. Pour être juste, ils ont aussi été un peu surpris. Pour garder l'effet de surprise lors des attaques initiales, le président Trump a choisi de ne pas informer les alliés à l'avance, et je comprends cela. Mais ce que je vois quand je regarde l'Europe aujourd'hui, ce sont des alliés qui offrent un soutien énorme, des bases, de la logistique et d'autres mesures pour garantir que la puissante armée des États-Unis puisse empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire et réduire sa capacité à exporter le chaos. Presque sans exception, les alliés font tout ce que les États-Unis demandent.
Ils ont écouté attentivement et répondent maintenant à la demande faite par le président Trump. Le Royaume-Uni en particulier dirige une large coalition de pays alliés qui alignent et coordonnent les outils militaires, politiques et économiques nécessaires pour garantir de manière efficace la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Tout cela représente une preuve claire d'un changement significatif de mentalité. Et en ce moment, les alliés européens jouent des rôles de premier plan dans les opérations de l'OTAN pour protéger notre flanc Est, la mer Baltique. Et dans l'Arctique, les alliés agissent rapidement pour mobiliser du personnel sur le terrain, des avions, des navires de guerre et d'autres moyens afin de renforcer notre sécurité face aux menaces émergentes dans ces régions. Lorsque des MiG-30 et des Russes ont violé l'espace aérien de l'Estonie l'automne dernier, ce sont des avions européens, avec les Italiens en tête, soutenus par les Finlandais et les Suédois, qui les ont repoussés. Et un essaim de drone russe a erré imprudemment au-dessus de la Pologne, à peu près à la même période. Je suis fier de dire que c'est un F-35 néerlandais qui a tiré le coup de feu ayant éliminé le danger. À mon avis, le secrétaire Rubio a absolument raison de dire qu'une alliance ne peut pas être à sens unique. Ce n'était pas une alliance à sens unique lorsque les Européens et les troupes canadiennes se sont battus et se sont sacrifiés côte à côte en Afghanistan. Et je suis ravi d'apprendre que chaque jour, pendant que nous parlons, des troupes européennes et canadiennes continuent de s'entraîner et de se mobiliser pour soutenir notre sécurité commune. Je suis convaincu qu'une Europe plus forte et une OTAN plus forte ne considéreront pas comme acquise le leadership des États-Unis. Lors du 40e anniversaire du jour J, en 1984, debout au sommet des falaises de la pointe du Hoc, où le 2e bataillon de Rangers américains s'est battu pour prendre pied sur le continent, le président Reagan a fait une réflexion appropriée. Il est bon et juste de renouveler notre engagement les uns envers les autres, envers notre liberté et envers l'alliance qui la protège. L'OTAN est en train de changer. Grâce au leadership américain et à l'engagement collectif pour garantir la liberté et la sécurité continue, l'OTAN devient plus forte. Grâce au changement de mentalité qui est en train de s'opérer, je vois un véritable partenariat émerger à l'horizon transatlantique. L'avenir n'appartient pas aux faibles de cœur, comme l'a dit un jour Ronald Reagan dans une phrase célèbre. En affrontant cette nouvelle voie qui s'ouvre devant nous, j'ai pleinement confiance qu'ensemble, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN honoreront notre engagement commun de garantir notre précieuse liberté. Aujourd'hui, demain et pour longtemps dans l'avenir qui nous attend. Merci.